Comme il a droit lui aussi à ses 1 000 € de revenus de base, il ne paie en fait que moins 250 €. C'est-à-dire qu'il reçoit 250 €. Une dépense de 2 000 € contient 1 000 € d'impôt, l'équivalent du revenu de base. Ce consommateur n'a donc rien payé ni reçu du fisc. En réalité, ce n'est qu'à partir d'une dépense supérieure au double du revenu de base que le consommateur est imposé. Ainsi, une consommation de 3 000 € contiendra 500 € d'impôt, etc. Autrement dit, si on tient compte du revenu de base, le plancher de taxation réel se situe à 2 000 € de revenus consommés. À partir de ce niveau, le taux d'imposition de ce revenu est progressif. Pour 3 000 € de consommation, ce taux est de 17%. Pour 5 000 €, il monte à 30%. Pour des revenus consommés plus élevés, le taux peut aller jusqu'à 50%. Du côté négatif, dépenses en dessous de 2 000 €, la progression est analogue. Avec le revenu de base, la progressivité sociale du taux d'imposition de la TVA serait assurée, et surtout efficace. Un reproche classique de la gauche contre la TVA, c'est qu'elle est régressive. Comme il s'agit d'un impôt sur la consommation et non pas d'un impôt sur le revenu, les catégories modestes de la population contribuent proportionnellement davantage que les catégories aisées. Mais le fonctionnement actuel de l'impôt sur le revenu n'est plus du tout progressif. Les contribuables aisés ont toutes les possibilités de s'arranger avec le fisc ou de le contourner. Celui qui en a les moyens peut trouver comment minimiser ses revenus pour qu'on ne mette pas la main dessus. Celui qui n'a pas ces moyens ne peut que se soumettre. En définitive, l'impôt sur le revenu est intégré dans les prix avec la progression, sans pour autant qu'un quelconque revenu de base ne permette de créer une compensation sociale. L'impôt sur le revenu n'est plus que de la poudre aux yeux. Autrement dit, il nous dispense d'y regarder de plus près. Voilà comment se présente l'impôt perçu en une fois sur le prix du produit fini. Et comment il se présente quand il est perçu tout au long de la fabrication du produit. Les frais de salaire représentent alors la moitié du prix. À droite, ils ne comptent plus que pour un quart. À gauche, les salaires exercent une grande pression sur les coûts, parce qu'ils en représentent une grande partie. On licencie plus vite. On intensifie le travail jusqu'aux limites du supportable, et il n'y a pas de marge pour essayer autre chose. À droite, il y a moins de stress, plus de marge de manœuvre pour s'adapter aux fluctuations, voire engager un collaborateur de plus. C'est ainsi que la TVA exerce ses effets sur le travail. Le revenu de base va dans la même direction. Une partie du revenu de base est déjà couverte par l'impôt existant. L'autre partie, comme nous l'avons vu, fait certes augmenter l'impôt, mais revient à chacun à travers le revenu de base, y compris à ceux qui travaillent en amont, dans la production de biens intermédiaires ou dans des travaux d'infrastructure. L'impôt ne frappe que le produit fini, lorsque celui-ci est entre les mains du consommateur. Voici donc la composition du prix du café au lait lorsqu'il est servi au consommateur. Le tiers inférieur, les salaires, les marchandises et les infrastructures. Le tiers médian, le revenu de base. Et le tiers supérieur, les autres prestations des administrations publiques. Du reste, tous les prix sont des revenus. Le tiers inférieur représente les revenus de ceux qui sont directement engagés dans la création de valeur. Le tiers supérieur représente les revenus des personnes qui travaillent à l'établissement des conditions cadres ou exercent des fonctions publiques. Le tiers médian est le prix du revenu de base pour tous. Dans ce restaurant, la charge salariale ne correspondrait plus à la moitié des coûts, mais à environ 1/6. Les collaborateurs et collaboratrices disposeraient néanmoins d'un revenu égal, à gauche après déduction des impôts, et à droite en comptant le revenu de base.
et le prix du café au lait est resté le même. Le revenu total reste le même. Car le revenu de base remplace une partie du revenu du travail. Voilà le principe. En pratique, le revenu de base crée une nouvelle force dans la négociation du salaire. Si le travail ne me procure qu'un peu de pouvoir d'achat supplémentaire, peut-être que je préférerais rester à la maison, m'occuper des enfants, qui d'ailleurs ont aussi un revenu de base, ou bien je me laisserai séduire par mon hamac, pas au bureau, mais chez moi. Enfin, n'importe quoi. Avec le revenu de base, celui qui démissionne en son fort intérieur peut aussi l'affirmer haut et fort. Il peut alors développer quelque chose de personnel, seul ou avec d'autres. Plutôt être convaincu par des projets que par un revenu. Car tout le monde va au travail en ayant déjà un revenu. On peut dès lors entreprendre quelque chose de nouveau. On peut demander à d'autres s'ils veulent participer, car ils ont également un revenu de base. Mais peut-être que je ne désire rien d'autre que de continuer mon travail. Le revenu de base introduit alors l'égalité dans la négociation du salaire. Il donne plus de poids à ma propre conception du travail et permet une réelle collaboration. Et peut-être qu'il faudra que l'employeur me paie un peu plus. Il s'ensuivra pas mal de changements dans la culture d'entreprise. Quel est le montant des revenus du travail? Cela fera l'objet d'une nouvelle négociation. Cette négociation présente de nombreuses facettes. Si dans une famille, seul l'un des partenaires ramène un salaire, les enfants ne rapportant que des allocations, alors l'autre partenaire a un revenu par son conjoint. Et les enfants aussi. Le revenu de base, à hauteur de son montant, casse la relation entre revenu et appartenance à l'entreprise ou à la famille. Ainsi, la démocratie parvient dans sa totalité jusqu'à l'individu. Le revenu de base est un facteur d'émancipation. Plus d'égalité dans la famille et plus de chances sur le marché du travail. Willy et Hans sont des collègues dans la même entreprise. Ils ont le même travail et le même salaire. Nous sommes en Suisse et avec 10 000 francs, on peut vivre bien. Encore cela dépend-il du nombre de personnes qui doivent en vivre. Hans a une famille, une femme et 2 enfants. En admettant qu'en Suisse, le revenu de base se monte à 2 500 francs et que les enfants en touchent la moitié, la famille toucherait le revenu de base de Hans, de sa femme et des enfants, soit un total de 7 500 francs. Auparavant, Hans devait gagner 10 000 francs, et maintenant il peut aller travailler pour un salaire de 2 500 francs. Le revenu de la famille reste le même. Willy vit seul. Ah oui, il a un chien, mais les chiens ne touchent pas de revenu de base. Avec son revenu de base, il a le même revenu total s'il travaille encore pour 7 500 francs. Conclusion. Maintenant, Hans est clairement avantagé sur le marché du travail. Car ayant une famille, il a un revenu de base important et bénéficie ainsi d'un pouvoir de négociation plus fort, sans que sa famille n'ait à en faire les frais. Comment va se passer la négociation des salaires? Il est illusoire de croire que des rémunérations complètement différentes puissent être versées pour un même travail. Il ne sera pas possible que le montant du salaire s'oriente exclusivement vers celui de Willy ou vers celui de Hans. Quelque chose de nouveau va en résulter. Le niveau de salaire se situera quelque part entre les deux, c'est-à-dire vers 5 000 francs. Même entreprise, même travail, même salaire. 5 000 francs pour Willy comme pour Hans. Mais Hans, avec sa famille, reçoit alors davantage qu'aujourd'hui, et Willy, malgré tout, un peu moins. À côté de la création de valeur mesurable en argent, il y a une autre création de valeur qu'on ne peut pas comptabiliser, la création de valeur bénévole, sociale, culturelle ou humaine. Avec l'introduction du revenu de base,
cette création de valeur non rémunérée prendrait de l'ampleur. Par exemple, dans la santé, les soins donnés par dévouement, ou encore l'activité spirituelle, le temps consacré aux autres, une formation qui valorise, la libre recherche dans tous les domaines de la vie et une liberté d'entreprise pour créer des impulsions nouvelles. Des activités qui ne se laissent ni rationaliser, ni rémunérer. Le revenu de base nous laisserait du temps pour nous poser la question du sens de la vie. L'activité consacrée à créer de la valeur marchande irait-elle pour autant en diminuant? C'est possible, si l'on ne travaille que 2 jours par semaine pour se consacrer le reste du temps à une grand-mère qui d'ailleurs touche aussi un revenu de base. Avec l'automatisation généralisée que nous avons aujourd'hui, cela ne provoquerait pas une baisse de la production. Sur la base d'une société plus saine, plus sereine, plus sûre d'elle et plus imaginative, bien des choses trouveraient une nouvelle valeur. Des projets qui restent aujourd'hui dans les cartons deviendraient alors réalité. La dynamique économique en sortirait renforcée, ainsi que la création de valeurs mesurables en argent. De quoi avons-nous le plus besoin aujourd'hui? De confiance. Et de quoi souffrez-vous le plus? Du froid. Le revenu de base, c'est fantaisiste ou raisonnable? Je pense que c'est rationnel et économique. Pourquoi alors n'avons-nous pas encore de revenu de base? Il y a en nous une collision entre notre boussole intérieure et le problème devant lequel nous sommes. Nous ne parvenons pas à les concilier. Et comme nous ne sommes pas encore assez loin pour nous demander s'il y a quelque chose qui cloche dans nos convictions, pour nous demander si nos convictions sont encore adaptées à notre temps, nous nous accrochons à ce que nous avons. Tout est orienté, les écoles, les universités, tout, vers la société du travail. Nous ne pouvons renoncer à cette orientation. Au fond, il s'agit d'un symptôme. S'accrocher à de vieilles conceptions dans une situation nouvelle comme celle que nous vivons maintenant est symptomatique du fait que ces vieilles conceptions nous ont déjà lâchés. Il ne s'agit pas de continuer à faire fonctionner le système actuel, mais d'envisager des alternatives, des systèmes concrets, visibles. En ce sens, l'idée du revenu de base, même si nous commençons à la réaliser sur un plan régional, représente une alternative que je considère comme excellente, parce qu'elle propose un ordre différent, mais pas quelque chose d'incongru ni d'irréalisable. Un revenu de base n'est pas une aumône, ce n'est pas une assistance. Comme vous le dites, c'est un droit civil. C'est le droit de chaque personne à profiter du bien-être de la nation. C'est le mérite du sénateur Suplicy d'avoir obtenu que le droit au revenu de base soit introduit dans la loi brésilienne, comme perspective pour l'avenir. Dans quel pays peut-on envisager réellement l'introduction d'un revenu de base? Je pense que c'est possible partout, même en Égypte, mais il faut l'aborder chaque fois autrement. On ne peut pas comparer le revenu de base égyptien avec les modèles que l'on peut développer en Europe, mais je crois qu'il est important malgré tout de l'adapter aux conditions régnant en Égypte. Quel serait l'effet d'un revenu de base sur les Égyptiens? Il aurait un effet libérateur, car les gens sont à lutter pour leur survie. Ils sortiraient de cette misère existentielle et envisageraient l'avenir tout différemment. Pour le moment, c'est de la survie pure. Monsieur Suplicy, pourquoi vous engagez-vous ainsi pour le revenu de base? Parce que je veux trouver la vérité. Alors, je veux trouver le moyen d'éradiquer la misère, de construire une société équitable, d'améliorer la distribution des revenus, d'établir la justice. Je veux lutter jusqu'au jour